Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Dans un premier temps, on accueille Monsieur Claudel Mézilas, comme on l'a dit tantôt, il est directeur en études latino-américaines. C'est également auteur de 11 livres sur l'Amérique latine et Caraïbes. Très certainement, on parlera du Venezuela et du Brésil, et l'on reviendra sur le sommet récent Caraïbes tenu en Floride, où Donald Trump a rencontré plusieurs leaders de la région. On sera rejoint dans un second temps par l'expert en relations internationales, Fernando Estime. Entre-temps, M. Mézilas est déjà avec nous en studio. Claudel Mézilas, c'est avec plaisir qu'on l'accueille à la rubrique Le Point de Métropole. M. Mézilas, professeur, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, M. Windel, et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de l'émission Le Point. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici ce matin pour partager quelques idées et réflexions que j'ai exposées dans mes ouvrages sur l'Amérique latine, sur la Caraïbe et Haïti. D'abord, et plus près de nous, c'est ce mini-sommet tenu en Floride où Donald Trump a rencontré des leaders de la région, dont le président haïtien Jovenel Moïse. En quoi peut-on parler de sommet important, cette rencontre, à votre avis? Et je pense que c'est un sommet important parce que les États-Unis réalisaient ce qu'ils voulaient, à savoir l'isolement du Venezuela à travers les pays de la Caraïbe, dont Haïti en particulier. Il faut dire que la vision idéologique du Venezuela est en opposition à la politique étrangère des États-Unis, et les États-Unis parvenaient à avoir l'accord de l'ensemble des pays pour cet isolement. Et dans ce sens, je pense que cela rentre dans le cadre de la politique des États-Unis vis-à-vis de la Caraïbe. Donc vous pensez que c'est une rencontre qui est étroitement liée à ce qui se passe au Venezuela actuellement? Oui, en grande partie, parce que les États-Unis voulaient isoler le Venezuela idéologiquement, politiquement et géopolitiquement, et il avait le concours de ces pays, de certains pays de la région et de l'Amérique latine. Maintenant, qu'est-ce que Donald Trump attend de ces pays? Bon, il attend leur accord et leur acceptation de sa vision de la région. Il faut dire que c'est généralement un sommet qui part de la politique étrangère américaine. Et c'est presque un sommet, on dirait, à sens unique, mais ces pays qui accompagnent le président américain dans sa politique étrangère pourraient tirer profit du point de vue économique, du point de vue des investissements américains. Est-ce qu'on peut dire, quand il s'agit des intérêts des États-Unis, on ne peut plus parler de souveraineté? En fait, la souveraineté est limitée au niveau économique. Quand un pays est incapable de répondre à ses besoins économiques, quand son économie dépend de l'aide, de la coopération internationale, dont la coopération américaine, il est clair que cette souveraineté est très limitée. D'ailleurs, le concept même de souveraineté est limité par la globalisation, puisque ce qui caractérise la globalisation, c'est l'interdépendance. Et depuis le 19e siècle, l'un des éléments, l'une des doctrines de la politique étrangère américaine, c'est la doctrine de Monroe, et qui voudrait que l'Amérique dépende de la politique étrangère américaine, et c'est à travers la doctrine de Monroe que les États-Unis intervenaient et pendant environ 2 siècles dans la région. Et non seulement la souveraineté est limitée, mais aussi elle est incapable de se déployer quand un État ne dispose pas d'une capacité économique indépendante. Oui, mais le niveau de chaque pays est différent. Ce que défend Haïti, par exemple, peut ne pas être
le même pour la République dominicaine. Aujourd'hui, c'est la République dominicaine qui, elle aussi, a participé à ce sommet, est un pays en voie de développement. C'est un pays qui bouge. Si on compare ce qui se passe chez notre voisin à ce qui se passe chez nous ici. Ces deux dirigeants étaient également en pourparlers avec Donald Trump. Oui, il y a une différence de développement énorme entre Haïti et la République dominicaine. Et cela me ramène au XIXe siècle, au moment où la République dominicaine commençait à déployer, à développer son économie, notamment au niveau du développement et de la canne à sucre, de l'industrie sucrière. Et malheureusement, en Haïti, nous ne disposons pas d'une bourgeoisie nationale et capable de transformer les structures économiques. La République dominicaine a pu le faire après l'indépendance qu'elle a obtenue d'Haïti le 27 février 1844. Et une fois qu'elle a obtenu son indépendance, eh bien, l'idée c'était de faire le développement, c'était d'entrer dans la dynamique du progrès et du développement tel que cela se déployait au XIXe siècle. Malheureusement, en Haïti, le pays était caractérisé par des conflits, par des fractures. Et la République a pu construire ce développement. Et cela s'est réalisé surtout avec les Trujillo dans les années 30 jusqu'aux années 60. Il y a une bourgeoisie nationale qui s'est construite, qui s'est élaborée, qui s'est construite et qui a voulu le développement économique du pays. Donc, à la différence d'Haïti, on ne trouve pas une bourgeoisie nationale, on ne trouve pas l'impulsion étatique pour rendre possible cela. Parce qu'au cours de la modernité, les États se développent de deux manières, soit par la bourgeoisie, le secteur privé, soit par l'État. C'est le cas des pays communistes. Donc, on est en panne d'une bourgeoisie nationale, d'un État qui soit en mesure de déployer son développement. C'est pourquoi toute la crise d'Haïti part de manque de modèle de développement pouvant impulser l'économie. Et on a vu par exemple à Cuba, Cuba a pu faire son développement à travers l'étatisation de l'économie. La République dominicaine a pu faire le développement à travers le rapport entre l'État et l'oligarchie ou la bourgeoisie nationale. Mais en Haïti, on n'a pas eu cette dynamique entre l'État et la bourgeoisie, voire une sorte de collaboration, voire où l'État pourrait effectivement poser les bases du développement. On avait cela en Amérique latine. Dans les années 30, on a vu que l'État national populaire construisait un capitalisme national où il donnait à la bourgeoisie, au secteur privé, et son rôle, sa position dans le développement économique. On a vu ça aussi en République dominicaine, mais en Haïti, tel n'est pas le cas. Donc c'est pourquoi je pense que le défi du pays, c'est de construire un modèle de développement en relation avec le capitalisme global et à partir d'un compromis national dans lequel tout le monde se mettra d'accord pour poser les objectifs, les grands défis du développement. Maintenant, considérons qu'effectivement, le Venezuela a été au centre des discussions lors du sommet Caraïbes et les États-Unis. D'ailleurs, on avait dit dans une note provenant de la Maison-Blanche que le président américain s'apprêtait justement à remercier les pays qui étaient donc invités à ce sommet. Il voulait donc les remercier pour la position exprimée en faveur, je cite, du Venezuela, mais contre Nicolás Maduro. Ce sont des petits pays invités à ce sommet. Et comment aujourd'hui expliquer la position, par exemple, d'un pays qui se veut leader de la région par rapport aux Américains? Je veux parler du Brésil. Oui, et donc je pense qu'il y a eu, comme nous le savons, un changement idéologique politique très fort au Brésil avec les élections et présidentielles qui ont eu lieu. Et donc le Brésil, avec Lula, voulait occuper une position géopolitique, une position mondiale à travers l'intégration régionale, à travers un leadership régional. Eh bien, on a vu cela a changé avec l'arrivée du nouveau président. Et je pense que le problème qu'il y a avec l'Amérique latine, le Brésil, c'est qu'on est en face d'une polarisation idéologique. Au moment de Lula, Chavez voulait avoir le leadership régional et d'autres pays comme l'Argentine. Donc maintenant, sur le plan idéologique, la région est polarisée et il est difficile, par exemple,
qu'un pays comme le Brésil puisse avoir un leadership régional en raison de cette polarisation. Et il y a aussi le rôle du Mexique. Vous pensez qu'on peut parler là de conflit gauche-droite dans la région? Bien sûr, c'est l'identité politique, idéologique de la région. D'ailleurs, c'est le Venezuela qui a ouvert les pistes, qui a montré la récupération de la gauche à travers les élections présidentielles qui ont eu lieu en 1998. Parce qu'il faut rappeler que c'est au Venezuela que les premières manifestations populaires ont eu lieu contre le néolibéralisme. Et Chavez a tenté un coup d'État contre Carlos Andrés Pérez, puis il a échoué et enfin il a créé son parti politique. Et après avoir créé ce parti politique, donc il a voulu donner une orientation structurelle radicale au retour de la gauche. Et c'est à partir de lui que la gauche en Amérique latine allait reprendre force. Et c'est pourquoi on a vu l'effet domino que cela a eu. Donc il y a depuis 1998 une polarisation idéologique très forte dans la région. Malheureusement, la gauche... D'aucuns diraient aussi qu'on assiste à un déclin de la gauche dans la région. Oui, la gauche... L'exemple du Venezuela, par exemple, est évocateur de ce qui se passe maintenant. C'est un pays qui fait face à d'énormes problèmes, à d'énormes difficultés. Par exemple, Cuba tient bon tant bien que mal, mais Dieu seul sait si l'on peut... avec assurance, miser sur l'avenir de la gauche à Cuba aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et la gauche est en train de s'essouffler dans la région parce qu'elle ne faisait pas des réformes structurelles qu'elle devait faire. Le Venezuela a poussé très loin ses réformes et c'est pourquoi maintenant... Oui, mais encore, il y a des doutes. Oui, il y a des doutes, mais au niveau structurel, il tente, le Venezuela tente d'opérer ces réformes, mais malheureusement, les rapports de force sont vraiment difficiles. Et c'est par exemple ce que voulait faire le Brésil avec Lula, mais il a échoué. Il faut savoir que le capital international est très fort. On ne peut pas facilement entrer en compétition avec lui. Cuba tient bon parce que c'est une révolution qui a été faite à travers l'usage de la force, à travers le recours à la violence. Mm-hmm. Mais Chavez a voulu faire une révolution à travers des institutions. Mais cette révolution n'arrivait pas véritablement à rompre avec le système en place, même si cette révolution est allée très loin. Mais malheureusement, le rapport des forces actuellement est défavorable au régime bolivarien parce que tout simplement le capital international est très fort. Oui, mais comment maintenant expliquer la position du Brésil aujourd'hui? Bon, tout le monde le sait que le président du Brésil, c'est un de la droite. D'ailleurs, il avait félicité, il appréciait les tortures qui avaient lieu lors de la dictature au Brésil. Donc c'est un régime d'extrême droite qui théoriquement, idéologiquement et politiquement s'oppose à la gauche, dont celle du Venezuela. Et je pense que ce sont deux visions. Et il faut dire aussi que l'Amérique latine, en général, aussi entre deux visions, deux idéologies. La gauche et la droite, c'est une région où l'identité politique est caractérisée par cette opposition. Donc c'est clair que la position du Brésil relève d'une position de droite et donc qui s'oppose à la perspective de la gauche au Venezuela. Et c'est d'ailleurs pourquoi sa première visite à l'étranger se réalisait aux États-Unis. Mais maintenant, est-ce que l'avenir de la gauche dans la région est assuré? Donc, il est dans une situation critique parce que la gauche, quand elle arrivait au pouvoir, a fait des réformes sociales. Elle a permis l'allègement de la situation socio-économique, mais elle n'a pas pu transformer structurellement l'économie de la région. Mais c'est grâce aux matières premières. Il faut dire aussi, l'un des problèmes de la gauche en Amérique latine, c'est que quand elle arrivait au pouvoir, elle misait sur la vente des matières premières, mais elle ne passait pas à l'industrialisation, à la diversification productive, ce que faisaient les pays de l'Asie, par exemple. Donc la gauche en Amérique latine reste encore dépendante des matières premières. C'est une gauche très traditionnelle du point de vue de la production. Malheureusement, elle ne parvenait pas à diversifier l'économie. Elle distribuait, elle faisait de la distribution sociale, elle allégeait, elle réduisait la pauvreté, la misère,
faire, mais ne parvient pas à changer les structures socio-économiques. Et c'est là le grand défi de la gauche, et c'est pourquoi même la droite elle-même ne pourrait pas véritablement dire qu'elle va s'éterniser au pouvoir, parce que la logique de l'Amérique latine, c'est comme une logique de pendule. Tantôt la région tourne à gauche, tantôt elle tourne à droite. Donc c'est ça cette logique. Et je pense que le grand problème... Oui, mais de quel côté elle se situe? Est-ce qu'elle est toujours motivée par l'intérêt? Ou bien sûr, les peuples. Par l'idéologie. Bien sûr, la gauche a récupéré les mobilisations populaires, et c'est cette idéologie de la gauche en termes de justice sociale, en termes d'amélioration sociale, en termes d'État-providence. Et il faut dire que c'est grâce à l'État-providence, à l'État social, que l'Amérique latine a pu s'améliorer au niveau politique. Dans les années 30 et 60, on a vu s'établir au Mexique, en Argentine, au Brésil et dans toute la région un État-providence que la gauche a rendu possible. Malheureusement, cet État-providence s'est effrité avec le néolibéralisme qui s'est implanté dans la région autour des années 70, avec notamment le coup d'État contre Allende au Chili. Et après le coup d'État contre Allende, c'était le néolibéralisme qui s'est implanté dans la région, et le néolibéralisme allait s'essouffler autour des années 90 et 2000 avec le retour de la gauche en raison de l'échec social, et non seulement du néolibéralisme, mais aussi des transitions démocratiques. Donc la question fondamentale en Amérique latine, c'est quel modèle de développement mettre en place pour faire face à l'injustice sociale. Malheureusement, tout modèle de développement dépend de son rapport avec le capitalisme global. Donc, le modèle de développement devrait se définir par rapport à un système économique global. Donc, c'est pourquoi la crise vénézuélienne est ce qu'elle est maintenant, parce que tout simplement, elle n'arrive pas à faire face, elle n'arrive pas à remettre en question la logique du capital global, du capital international. Maintenant, voyons, ou encore revenons à la position exprimée par Haïti vis-à-vis du Venezuela. Et est-ce que vous avez soutenu la position du président haïtien Jovenel Moïse? Bon, c'est une position qu'a prise le président en fonction des intérêts et en fonction de sa politique étrangère. Donc on peut comprendre la position et cette position qu'il a adoptée. Donc c'est normal, vous pouvez dire, puisque c'est en rapport avec sa politique étrangère. Oui, bonjour Bandi, c'est une position qui relève d'une vision de la politique étrangère, parce que c'est le président qui est le chef de la politique étrangère. Donc c'est lui qui décide quelle position adopter dans tel moment, dans tel contexte déterminé. Vous pensez que Maduro va pouvoir tenir longtemps encore à la barre? Bon, il est difficile de faire des prophéties. Mais je pense que tout dépend de la situation économique et idéologique du pays. Parce que la crise au Venezuela est liée au fait que, comme je le dis, le régime bolivarien n'arrive pas à rompre avec les structures économiques existantes et n'arrive pas à créer une sorte de consensus, une sorte d'hégémonie culturelle, sociale, idéologique au sein du pays. Donc je ne peux pas faire de la prophétie, mais je pense que ça va être très difficile en raison des rapports de force qui se trouvent en présence. Claudel Mézilas, merci pour ces analyses et réflexions partagées avec le public de Métropole. On va observer la pause et au retour, Fernando Estimé sera également sur le plateau de la rubrique Le Point avec nous. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point de Métropole. Et c'est aussi le moment d'accueillir notre deuxième invité, Fernando Estimé, qui est également un expert en relations internationales. Fernando Estimé, bonjour. Merci de nous rejoindre.
Bonjour Wendell, bonjour Dr Mézilas et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. La dernière question que j'ai posée au Dr Mézilas était la suivante. Est-ce que selon lui, en tant que spécialiste en relations internationales également, particulièrement en études latino-américaines, la dernière question était de savoir, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, un proche de Juan Guaido accusé de terrorisme et mis en prison, également Maduro qui dénonce des plans d'assassinat, des plans visant à l'assassiner. Est-ce que Maduro tiendra encore longtemps? Bon, mon invité s'est gardé de faire des pronostics en ce sens. Il a même parlé de certaines raisons qui le portent à ne pas se comporter en prophète. Et vous, est-ce que, Fernando Estimé, vous tenez encore aux annonces que vous avez faites il y a environ 2 mois, je crois, quand vous avez dit que les jours de Maduro sont comptés? Est-ce que vous tenez encore? Compter, mais pas, ça peut ne pas se faire dans 1 mois, ça peut se faire dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Mais est-ce que le régime peut tenir dans de telles conditions? Non. Est-ce que le régime peut avoir un accord avec les Américains, ce qui n'est pas impossible? Parce que Donald Trump, lui, peut avoir un autre accord avec Maduro. Parce que le mal existe tout comme le bien. Il peut y avoir un accord avec la Russie, je ne sais pas, avec Poutine, mais dans les conditions actuelles, dans l'état actuel des choses, donc c'est pratiquement compliqué de continuer comme ça. Parce qu'au Venezuela, les gens ne vivent pas réellement. Et là, je ne parle pas seulement du cas de Maduro ou du cas de l'opposition. Je ne sais pas si les réactions étaient teintées d'émotion. Mais tout de suite après que Juan Guaido se soit autoproclamé président, avec évidemment le soutien des États-Unis et un ensemble de pays latino-américains, on a vite compris que Maduro n'allait pas. C'était ça le calcul également du camp Guaido, et maintenant ils sont en train de se réviser pratiquement. Parce que maintenant, Maduro joue le pourrissement. Et on a à peu près l'impression que les Américains jouent également le pourrissement de la situation en rendant la situation pratiquement intenable. Donc on joue le pourrissement des deux côtés. Et au milieu, il y a le peuple vénézuélien, il y a les pannes électriques, il y a les pénuries d'eau, il y avait déjà les pénuries d'aliments et de médicaments. Donc c'est compliqué de vivre dans de telles conditions. Mais comme je le disais tantôt, ce n'est pas exclure un accord. Parce que si vous voyez que vous ne pouvez pas continuer dans ce sens, que c'est du suicide pour vous ou c'est du suicide pour l'autre camp, vous pouvez être amené à négocier, mais négocier quoi? Négocier quelque chose. Et cette opération, je ne peux pas dire, je peux pas parler. Parce que les Américains ne veulent pas intervenir mano militari seuls au Venezuela. Oui. Ils ne veulent pas aller à l'emploi de la force armée seule, à moins qu'il y ait un incident, une erreur grave de la part du camp d'en face. Donc si Maduro... Oui, je pense que quand, par exemple, nous parlons du recours à la force, il y a le droit international qui dessine les conditions de l'usage de la force. Il y a l'article 2, l'article 42 de la Charte de l'ONU qui dit que le Conseil de sécurité pourrait user de la force s'il y a une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et d'abord, la question est de savoir si Venezuela représente une menace à la paix ou à la sécurité nationale pour que l'usage de cet article soit appliqué ou soit applicable, mais aussi quelles sont les modalités pour le faire. D'ailleurs, dans l'histoire de l'ONU, on n'a jamais essayé d'appliquer, il était impossible d'appliquer cet article. La deuxième condition pour qu'il y ait un recours à la force c'est si le Venezuela a agressé, attaqué les États-Unis. Dans ce cas, les États-Unis useraient de l'article 51 qui parle de la légitime défense. Donc ce sont les deux conditions fondamentales. Non, mais il y a des déclarations en ce sens qui avaient été faites par les États-Unis d'abord. Et Trump avait dit que l'option militaire était aussi en il peut le dire. Il a une politique étrangère qui fait usage de la force, mais au-delà de la normativité internationale. Mais il n'y a pas de précédent. Oui. Il n'y a pas de précédent. Oui, ils l'ont fait ailleurs. Mais d'abord, et quand
les États-Unis, quand on parle du recours à la force, qu'on peut utiliser la force, il faut d'abord voir la normativité internationale. Deuxièmement, il y a les cas de questions humanitaires et qui pourraient être évoquées. C'est pourquoi, et quand nous prenons la question vénézuélienne, nous pouvons voir comment elle a été traitée différemment à l'OEA et à l'ONU. À l'OEA, l'OEA avait adopté sa résolution 1117, je crois. C'était au nom du droit à la démocratie. Et c'est parce qu'il y a la charte démocratique interaméricaine. Il y a une critique systématique qui a été faite au régime vénézuélien. Mais quand les États-Unis portaient la question et par devant le Conseil de sécurité, il ne faut pas le faire au nom du droit à la démocratie, parce qu'il n'existe pas un droit international de la démocratie. C'est au nom d'une menace à la paix et à la sécurité. Et la Chine et la Russie ont rejeté cet argument, disant que le Venezuela ne représente pas une menace à la paix et à la sécurité. Et donc, c'est dire que, et ce que je voudrais dire par là, c'est que quand les États décident d'utiliser la force, eh bien, ils peuvent le faire parce que c'est un rapport de force. Mais au regard de la normativité internationale, c'est difficile. C'est pourquoi ils saisissaient le Conseil de sécurité de la question pour voir si on pourrait dire qu'il y a menace à la paix et à la sécurité. Donc c'est dans ce sens-là que je dis et que le recours éventuel à la force par les États-Unis se révèle très difficile parce que d'une part, le Venezuela ne l'agresse pas, il n'y a aucune agression, et ce qui impliquerait une forme de légitime défense de la part des États-Unis. Deuxièmement, il ne représente pas une menace à la paix et à la sécurité. Donc la question pourrait se jouer au niveau humanitaire. On pourrait, à moins qu'on les décide de faire le flux migratoire. Alors, ce qu'il y a, les pays du groupe de Lima, parce qu'eux-mêmes, ils sont des voisins, certains d'entre eux sont des voisins immédiats. Je parle des pays comme le Brésil, la Colombie ou le Pérou. Ces pays-là ne sont pas très, très chauds à l'idée d'avoir une petite guerre à leurs frontières, ce qui veut dire plusieurs millions de réfugiés siégés en plus. Donc, ils ne sont pas très chauds à l'idée. Donc, même au sein du club de Lima, on n'est pas trop dans l'interventionnisme armé. Mais j'ai l'impression que les Américains, en premier lieu, avait déjà pensé à ces initiatives. Évidemment, vous savez, au Pentagone, on prépare les plans. Oui. On prépare les plans pour toutes les situations connues et même méconnues. Donc, mais Fernando, est-ce qu'à votre avis, les États-Unis se sont un petit peu calmés aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Ils ne sont pas calmés. Ils voient l'ensemble des possibilités qui sont prises. Hein. Ils voient le move des adversaires. Il y a les adversaires en face. Il y a la Chine qui est en face. Il y a la Russie. La Fédération de Russie et la Chine, comme l'a si bien dit le docteur, se sont opposés au Conseil de sécurité et de manière ferme. Parce qu'au Conseil de sécurité, il y a eu des passes d'armes entre les ambassadeurs, les représentants de ces différents pays qui se sont opposés aux États-Unis. Et ces pays-là ont leur mise au Venezuela. Parce que la Chine a près de 20 milliards de dollars au Venezuela entre les mains de ce gouvernement, qui est le gouvernement de Maduro. Il n'est pas très sûr que l'opposition compte payer les dettes de Maduro. Donc ce sont 20 milliards de dollars qui sont en risque non garanti pratiquement. La Russie, la Fédération de Russie a près de 8 milliards de dollars là-bas. Évidemment, ça va être un peu moins parce que le Venezuela paye en nature. Donc ça peut être un peu moins. Mais l'investissement chinois au Venezuela avoisine les 50 milliards de dollars américains. Donc il faut comprendre, ils ont leur mise au Venezuela. Donc eux-mêmes, ils se disent quelles sont les garanties. Donc si je n'ai pas de garantie, moi je soutiens ce que je connais, lui je le connais, et l'autre qui s'est proclamé, autoproclamé président, moi je ne le connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec lui, moi je n'ai pas de deal avec lui. Mettons le focus aujourd'hui sur les intérêts de chacun de ces pays, les États-Unis, la Chine, la Russie. Il y a d'autres acteurs également. La Turquie qui a récupéré une grande partie de l'or vénézuélien, l'or qui devait aller en Suisse, mais craignant les sanctions, Maduro cherche des créneaux parallèles, comme on peut dire. Donc il y a une grande partie de cet or que la Turquie a récupéré. C'est pas sans raison que Recep Tayyip Erdogan est l'un des plus grands défenseurs de Nicolas Maduro. Car le jeu international, c'est un jeu réellement d'intérêt et les États défendent leur vie. C'est ce que je voulais savoir. Par exemple, il y a les jeunes qui nous suivent, il y a des étudiants aussi, il y a des étudiants en relations internationales qui voudraient voir plus clair. Si l'intérêt est le mobile de toute action humaine, on va même jusqu'à dire de quoi on parle quand on parle de démocratie à protéger, à sauvegarder. Les États-Unis qui paraissaient
ferme pour protéger, entre guillemets, la démocratie. La Russie, la Chine de leur côté, et la Turquie. Qui ne sont pas des modèles de démocratie. Qui ne sont pas des modèles de démocratie. Bon, tout dépend du concept de démocratie, parce que quand on parle de modèle, on se réfère à une structure normative, idéologique ou juridique. C'est-à-dire que nous pouvons dire que ce ne sont pas des modèles, mais tout dépend du concept de modèle que nous avons. Par exemple, il y a la démocratie, la vision libérale de la démocratie, il y a une vision socialiste populaire. Comment mettre en avant la démocratie? Comment mettre en avant la démocratie aujourd'hui, quel que soit le référent? C'est intéressant la question, parce que il faut dire que le droit international, il y a 3 éléments qui définissent, qui encadrent l'action. C'est le droit international des droits de l'homme, le droit de la paix et le droit de la coopération. Il n'existe pas un droit international de la démocratie. La démocratie, c'est un régime politique, un système politique, une vision idéologique. Donc c'est pourquoi quand on qualifie un régime de démocratie, par exemple Cuba se dit démocratique, et le Venezuela se dit aussi démocratique. C'est-à-dire qu'il y a une idéologisation de la notion de démocratie. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les États-Unis ne pouvaient pas saisir le Conseil de sécurité au nom de la démocratie, comme c'était le cas au sein de l'OEA. Donc il y a une diversité d'approches de la démocratie et au niveau géopolitique, au niveau international. Et c'est mais maintenant la question, que défendent ces pays? Chacun défend ses intérêts. Oui, je pense non seulement l'intérêt, il y a la notion... son positionnement. Les États-Unis, positionnement, quand vous parlez de positionnement, là vous parlez géopolitique, vous parlez géostratégie. Les Américains se disent qu'ils sont dans leur bon droit, qu'ils sont dans leur précaré. Il n'est pas question pour les gens qui travaillent dans le domaine militaire ou jusqu'à les États-Unis. À la lumière de la doctrine de Monroe. Aussi, mais maintenant, ils se sont tournés. Avec Obama, les Américains ont fait un shift. Ils ont regardé un peu plus vers le Pacifique et ont un peu délaissé ce petit continent-là qu'ils croyaient, à tort ou à raison, à rien n'allait se passer de trop grave. Mais ils se sont rendus compte que d'autres acteurs sont intéressés par certaines choses ici. Par exemple, la dernière réunion que je venais de participer, dans les points à l'ordre du jour, les Américains ont cité les pratiques prédatrices de la Chine dans la région. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a 2 dominos qui ont tombé en l'espace de quelques mois. Le Panama qui était là avec la Taïwan, switch. Maintenant, c'est la Grande Chine. Et là, à côté, même dans les Caraïbes, un pays comme la République dominicaine, également, switch vers la Grande Chine. Et la Grande Chine, c'est le rival stratégique de demain. Pendant longtemps, la Chine avait joué à visage couvert. La Chine était une puissance montante. Elle a dit non, tout le monde va bien. Non, mes amis, c'est dans les pays émergents. D'ailleurs, toujours dans le groupe G77 moins. Mais maintenant, les jeux sont clairs. Il est clair que Xi Jinping, actuellement, s'affirme en leader mondial à la dimension de son pays. D'ailleurs, la Chine, c'est l'empire du milieu. Les nouvelles routes de la soie que Xi Jinping a mis en œuvre là, Xi Jinping pratiquement l'explique mon situation. La Chine était grand boss dans la zone, elle tourne, elle fait grand boss, et d'ailleurs, grand boss, les autres fait en Italie là. Européens voient, puis on paquet européen voient, puis 2 ports libres en contrôle. Il y a un Trieste, il y a un Genoa. Mais quand on dérivé, je dis, il y a toujours parlé de Venezuela comme un pays riche, un pays qui a pile de ressources. Oui, un pile de ressources. Ok, pétrole, l'or, entre autres. Pétrole, l'or, entre autres. Mais en même temps, tout le peuple vénézuélien, il a fait face à d'énormes difficultés. C'est la misère abjecte, je dis là, au Venezuela. Mais, qui ça, États-Unis, a défendre? L'or ou bien pétrole? Qui ça, la Chine, a défendre? L'or et ou pétrole? Là aussi, l'or et ou pétrole? D'abord, l'Amérique latine, il y a une identité idéologique, géopolitique foncièrement anti-américaine depuis le 19e siècle. Et ça a été fondé par José Martí dans son texte Nostra America, publié aux années 1890. Donc, essentiellement, c'est par sans raison que tout autre pays de l'Émassario est très réticent vis-à-vis d'une intervention américaine dans la région. Et dans toute trajectoire politique latino-américaine
et des États-Unis, mais toujours une confrontation. Donc, une confrontation idéologique. D'ailleurs, au XIXe siècle, il y avait deux grandes doctrines. Il y a la doctrine de Monroe, la doctrine de Bolivar. Bolivar a des caps défendre l'Amérique latine pour les latino-américains, alors que Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. C'est-à-dire que c'est deux grandes visions qui partageaient historiquement, politiquement, idéologiquement, continent. Et deuxièmement, il faut voir aussi l'identité idéologique foncièrement de gauche du régime bolivarien et l'y opposer radicalement au capitalisme global et l'y reprendre la tradition et la tradition cubaine, c'est-à-dire que les mouvements de rejet de l'impérialisme. Et c'est pas sans raison que les relations entre Chavez et Castro étaient extraordinaires, parce que Castro font révolution par la force, alors que Chavez voulait faire une révolution par les institutions. Et donc, idéologiquement, eh bien, il y a une opposition radicale. Il faut voir que la Russie, donc, comme la nuit de l'Union soviétique, qui était perdu d'abord, et la guerre froide là, il y a toujours une nostalgie d'hégémonie, une nostalgie impériale. Et c'est pas sans raison. Donc, la question vénézuélienne, ils sont un pion fondamental et géopolitique dans les régions comme l'est ou l'était la question syrienne. Donc, c'est là que non seulement il y a des intérêts économiques à la question, le pétrole au Venezuela, etc., le secteur privé, mais aussi les dimensions idéologiques et symboliques. Alors, dimension symbolique là, où la caillou, où tu es toujours dans la zone de la caillou, parce que le Venezuela avant, même les gens de l'élite vénézuélienne, le vendredi, sont tirés avion au point à Miami à le petit plaisir. Ils ont tiré avion privé à le petit plaisir. Entreprises américaines pour la plupart, ont un gros intérêt dans le pétrole Venezuela. Donc les Chavez fait première nationalisation fait là, c'est pratiquement contre des intérêts américains, même si le commerce l'a toujours fait, puisque le pétrole vénézuélien et régime en place là, notamment sous Maduro, il a fait une compliquée net, parce que c'est un pétrole qui est très très lourd. Pour le pétrole là, raffiné, il faut raffiner bien marché, mais puis il faut raffiner pas marché parce que pas d'investissement qui est fait là-dedans. Le régime a été très mal géré le dossier infrastructure, d'ailleurs, ouais. Problème infrastructure, il y a un kounia, et bien ça qui passe, c'est aux États-Unis, puis vous voyez pratiquement 400-500 000 barils de pétrole pour raffiner pour eux. Pour vous barils, d'ailleurs, il y a une grosse compagnie qui a pétrole, qui c'est Citgo, ce qu'on a aux États-Unis, après Citgo, après tout côté passe, t'as toujours Solicide, Total, Elf, ancien Elf, donc il y a Citgo aux États-Unis, donc PDVSA a un gros intérêt là-bas, et si on a moyen pression tout que le gouvernement américain a utilisé. Yo gelé avoir PDVSA, gelé avoir dirigé PDVSA, yo tout bail contrôle là. Alors bah gelé seulement non gelé puis yo bail contrôle là avec pouvoir Guaido. L'agent Citgo gain, ça ici continue à vendre soit fait pétrole aux États-Unis, soit fait gaz dans marché au pays Citgo. L'agent ça gouvernement, département du trésor du sanction prend, même on les reconnaître là, ça dit c'est mon équipe Guaido qui a droit gain contrôle avec l'agent ça. Donc le régime est étranglé. Et les étranglé là au fait il t'a coulé constitué. Par exemple, regardez ce ben ça, yo arrêté on Maslow qui est arrivé juste en Angola. Angola, nous en Afrique là. Ça ici le Vaslo, Venezuela a cherché contourner les sanctions, a cherché côté pour le jeune anti-bail, comprendre pour vendre anti-bail en qui pour gagner l'argent. Parce que le régime a besoin d'argent. Faut payer soldats, faut payer militaires, faut payer services de sécurité, faut payer employés. Et Venezuela m'a rappelé son pays qui a plus grosse inflation sous la terre. C'est-à-dire plus grosse inflation sous la terre, dit comme la même l'autre Bolivar là dans mon aujourd'hui sous quitter le dominant mon fondé moi dans mon mettre la banque l'eau a perdu en pile dans sortir gain comme pouvoir d'achat. Donc pays a de fait bloqué avec sanction ça. Et ça qui fait me parler de situation qui est intenable, l'aime dit intenable là, intenable pour peuple vénézuélien lui-même parce que lui-même ça la prend d'ailleurs dans cause de l'eau tant que nous même nous pas gain courant ici, nous ca toujours joindre de l'eau pour nous fonctionner l'autre gens, mais pays ça très souvent de l'eau lié avec courant ou mon yo c'est plus obligé péter dans la rue. Puis on ka prendre de l'eau en bas. Parce que si pas de courant, pas de l'eau. En retournant sur la réflexion que tu as fait il y a quelques instants, est-ce qu'on n'a pas senti Guaido lui-même, je ne vais pas dire aller trop vite en besoin, est-ce que monsieur en perte de vitesse? Est-ce qu'on n'a pas senti ou pas l'impression que monsieur en perte de vitesse? Il peut paraître apparent, mais je regarde la réalité, je me dis tête moins, si une élection aujourd'hui, je parle à l'instant, je ne sais pas si Maduro n'a pas en face, monsieur. Donc, vous pensez que monsieur a peur? Je pense que monsieur Pipo, alors il y a un paquet de problèmes parce que ça, monsieur fait. Le monsieur a autoproclamé être le président, puis il faut que les opposition pas au courant. Évidemment, on va comprendre tout pour des raisons de sécurité, tout, bah, il ne va pas friter. Mais les monsieur, c'est par surprise.
Et le regard des images, on va regarder des gens qui beaucoup monsieur qui étonné les monsieur auto pour mettre. Il y a ce bagage qui mène dans le plus grand secret avec les Américains bien entendu. Éventualité d'une opposition fracturée. Ça existait parce que par monsieur c'est un troisième couteau, c'était même pas un second couteau. Car lui son boss c'était Léopoldo Lopez. Léopoldo Lopez que le gouvernement a écarté. Même gens ont été écartés Enrique Capriles. Donc, plus fort gros leader opposition qui était aura national, ils ont écarté. Ça fait les monsieur vini, en peu le monde dit, mais monsieur, par exemple, en peu le monde qui connaît dans le pays, on tient ingénieur mécanique qui même dans la cause politique, il y a 10 ans, il n'y a pas un monde qui connaît, monsieur fait pas. Mais c'est souterrain, on fait galon, et au cas d'y sauver, il n'est pas un lâche. Oui. Oui, mais est-ce que monsieur pas commettre des erreurs? Par exemple, lorsque tu as quitté le Venezuela, le traversé, à participer dans le concert, qu'on est allé obligé jamber encore. Ça aurait pu être une erreur, mais il est bien sorti de la situation. Parce que s'il était en position, il était en exil, il va quitter l'entrée. Quand tu es en exil, mon frère, tu es détaché de ta base, bah, elle a prêté, comprendre, je n'ai pas bougé. Mais le fait que Amérique, parce qu'il est sorti à l'invitation du vice-président américain, il était traversé en Colombie pour aller d'abord recevoir l'aide humanitaire de l'USAID et ensuite rencontrer le vice-président américain Mike Pence. C'est-à-dire les États-Unis répondaient de sa sécurité. Les États-Unis répondaient de sa sécurité et je suis presque certain que les Américains étaient prêts à faire n'importe quoi. Oui, pas n'importe quoi, hein, à faire payer Maduro. Oui, pour ce qui est arrivé à l'autre. Pour garantir la sécurité de Guaido. Et donc de fait, les États-Unis étaient prêts à faire n'importe quoi. Oui, quoi. parce que même yo dit c'est puissance qui a remis en jeu, on dit que la vini joindre et lui, il s'est donné une crédibilité internationale parce que le sous photo l'homme était drapeau Venezuela, drapeau Colombie. Douké a salué avec elle, c'est-à-dire son président qui a parlé avec Oboulogli. Donc lui, il s'est fait une statue internationale. Bon, son construction, Guaido plus une construction idéologique internationale. Comme le régime l'y affaibli au niveau économique. Mais ça qui est important, il faut d'abord une question, qui référent juridique qui gagne dans reconnaissance Juan Guaido comme président autoproclamé. C'est-à-dire ça fondamental. Parce que est-ce que le droit international est disposé de normativité, de principes, d'éléments qui permettent l'autre État reconnaître un président autoproclamé en dehors du pays? C'est là la question fondamentale. Et deuxièmement... Et je vais répondre avec bon, professeur là. Bon, deuxièmement, moi je pense que Maduro fait preuve de grande tolérance et de réalisme aussi. Ah, oui. Lorsque Juan Guaido autrement comme président, donc pas de chasse sorcière qui fait contre lui-même. C'est-à-dire que pour montrer, comme le régime en soi l'est affaibli, donc il n'est pas capable de pousser à la chasse aux sorcières. Mais bon, il fait chasse aux sorcières, mais il va arriver sous Guaido. C'est une de tolérance. C'est-à-dire pour montrer comment est dynamique et politique et Maduro est fondamentalement ouvert, c'est-à-dire que c'est très important. Et je pense qu'au niveau du droit international, c'est-à-dire que le droit reconnaît les États, la question de la connaissance de gouvernement, donc par un fondement juridique, il y a des consensus, il y a des accords, sont questions qui dépendent de la politique étrangère, donc sont même violations du droit international. Quand on reconnaît Juan Guaido comme président autoproclamé, parce qu'il y a en fait des normes de la charte de l'ONU, il y a des principes qui établissent comment quelqu'un pourrait devenir président. Alors c'est pas position Fernando, mais m'a expliqué ça des responsables vénézuéliens. Alors on parle avec mon de camp, on connaît, il y a quatre groupes là avec nous, groupe latino-américain caribéen dans les Nations Unies. Donc on connaît, ou toujours quand vieux amis toujours utile. Vieux chaudier. Oui, vieux chaudier NF. Ça qui passe à l'intérieur du Venezuela, dans la constitution Chavez t'a fait. Chavez t'a dit, alors constitution t'a dit bon, comme c'est Chavez qui t'a fait en cas de vacances présidentielles, c'est président Assemblée nationale là pour assurer charge là. Mais dans tête Chavez, qui était assez populaire, même si mal est arrivé, d'ailleurs il était déjà majorité dans le pays, il y a le quoi président Assemblée nationale sorti dans campagne. Et Chavez pas qu'à imaginer tout, tu as des problèmes dans l'élection après, le Maduro t'a foncièrement impopulaire, tu as des tout des autres ça yo. Donc tu es prescrit. Tu es bien, tu vas le faire avec artifice, mais c'est sous ça mais tu vas le faire. Tu vas le faire avec un artifice juridique qui est dans la constitution. Allez, c'est l'explication ça des gens qui proches de Maduro que nous rencontrons expliquer nous. Qui ça lié? C'est très simple. Yo dit yo même comme yo connaît pas de élection qui est faite
dans cause ba mois de mai pas de élection qui fait. C'est-à-dire mandat monsieur Maduro lui-même li fini. C'est-à-dire c'est retennement. Alors il va faire de estimer qu'a parler non, on veut moun capteur de comprendre ça. Comme yo autant alors c'est Fernando qui a parlé. Alors non, c'est Fernando qui a rapporté. C'est Fernando qui a rapporté. Alors ça qui passé, yo dit même comme yo constaté mandat Maduro fini, donc gain on vacances présidentielles, pays a pas arrêté sans dirigeant parce que élection même yo pas reconnaître cause élection dans résultat élection par contre bagaille ça. Donc mandat Maduro vient faire retenir jour la fait là même puis déclarer mais nouveau président pays parce que c'est président de l'Assemblée nationale là pour assurer pouvoir dans cas gagner vacances présidentielles. Évidemment ça que parler de artifice juridique. Le droit n'est pas dans l'artifice, le droit est dans la normativité qui est établie. Donc justement moi même pas de droit comme dans politique. Son usage politique mais c'est ça m'a tout là moi même pas de droit moi c'est la politique pas des ressources. Même si c'est artifice, dire que le problème c'est que il pas gain disposition juridique claire pour l'autoproclamation et de Juan Guaido comme président. C'est-à-dire que son construction politique... Mais nous d'accord, ou même dans politique, mais pas dans le droit. Même si tu as référé, parce que il y a le droit encore, le droit international, c'est-à-dire que quelles sont les références pour la reconnaissance de M. Juan Guaido comme président autoproclamé. C'est là le problème. C'est-à-dire que, parce que nous sommes dans le système international. C'est pourquoi, une fois, j'ai parlé du passage du national à l'international, de la question vénézuélienne. C'est-à-dire que lorsqu'on a analysé au fait l'international, d'abord, que dit le droit international? Parce que c'est le cadre normatif, la politique internationale. Je pense que un problème juridique fondamental. Quand les États-Unis prennent position, l'Union européenne prend position, c'est pour défendre l'idéologie, c'est pour défendre une vision de droite, c'est contre cette vision de gauche et contre l'impérialisme, l'hégémonie américaine. C'est là, à mon avis, qu'on pourrait mieux comprendre cette problématique. Nous obligés camper, même quand tu rappelles, d'après mes jeunes de nous, avant l'élection vénézuélienne, dernière, tu as une rencontre qui était faite en République dominicaine. De sa opposition, représentant opposition qui participé et représentant... Alors, tu as plusieurs cycles de négociation. En fait, tu as premièrement l'Église catholique au Venezuela qui était joué le médiateur, mais les lois la bloqué dans men, ils font déposer ça et ils vont chercher un groupe de négociateurs latino-américains ou bien européens, alors qui latin toujours. Tu as Leonel Fernandez qui est ancien président dominicain, tu as ancien président Panama Torrijos, tu as ancien président du conseil de gouvernement espagnol, ancien premier ministre espagnol José Luis Zapatero qui t'a chercher essayer de négocier. Mais par la vie envenimée, c'est pratiquement qu'a dit où il vient en phase côté c'est une lutte à mort. C'est encore plus qu'une lutte de pouvoir. C'est deux camps qui disent, mon cher, m'bavle ou un tel c'est antichrist, l'autre là dit, mon cher, un tel c'est Satan. Et puis pour mieux comprendre la polarisation, ça, il faut un projet de restauration de l'état social, de l'état providence, qui est incarné dans la révolution bolivarienne. Il y a le grand capital international avec le secteur privé, les partis de droite et les États-Unis. C'est ça cette polarisation. C'est-à-dire que c'est la question fondamentale. C'est-à-dire que cette polarisation interne au Venezuela les renvoie précisément à la bourgeoisie, à l'oligarchie vénézuélienne, à la bourgeoisie, au capital transnational et lié à l'impérialisme américain, et de l'autre côté, il y a cette vision de la gauche en vue de restaurer l'État social, ou l'État social qui était résultat dans la région de 1930 à 1970. Parce que la grande rupture que va connaître l'Amérique latine, c'est autour des années 70 avec le mouvement vers le néolibéralisme. Donc de 1970 aux années 1990 et jusqu'à 2000, il y a une crise du néolibéralisme, le retour de la gauche pour restaurer l'État social, l'État-providence qui était dans la région de 1930 à 1970. Donc, question essentiellement, sur question idéologique fondamentale, c'est le capital international lié à la bourgeoisie, à l'oligarchie vénézuélienne, aux partis de droite, allié aux intérêts américains, eh bien, qui en présence un projet de droite, un projet de gauche, de restauration de l'État social. C'est là, et à mon avis, l'essence et question venait dans le vide. Et on l'autre côté, les capitales encore pour comprendre, et ça, c'est pas un secret, puisque je venais de sources dignes, d'Adi de fois, alors m'évite de me garder, répéter, dans bon establishment américain, a fait parole Venezuela, après la Russie, bagay ça bay moun dominanje, et c'est
du point de vue américain, je prends un exemple pour Marco Rubio, c'est un no-go. Ça y est, tout le temps, Venezuela, pour vraiment parler, pour voir Maduro, vouloir rapprocher de la Russie, c'est autant. Yo prêt pour faire n'importe quoi. Parce que parole la Russie au Venezuela, non, c'est ce qu'on nous dit au département d'État. C'est même pas un secret, on vous le dit comme ça. Oui, c'est clair, c'est clair. Ça veut dire que il y a des valeurs américaines pas reconnaître. Non, c'est pas qu'on a valeur, qu'on y a beaucoup de valeur. Là, on parle d'une position géostratégique et géopolitique. Il n'est pas question de laisser la Chine et la Russie prendre pied au Venezuela. À la ligne. En Syrie, donc. Et quand je vous dis ça, ils me l'ont dit sur ce même ton. C'est-à-dire, c'est pas sur l'autre ton, Joël Mdoulia son ton martial. C'est-à-dire, un no-go. Et c'est le mot qu'utilisait à même. No-go. Bagaille ça pas pour commencer. Mais malgré tout, la Chine a fini par développer, c'est que dans les années 50, de mon grand international, ils développent en théorie la transition hégémonique. C'est-à-dire que lorsque une puissance en présence, une puissance qui était petite, commence à émerger, la pour mettre en question l'organisation géopolitique. C'est ça comme ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une transition hégémonique. On a passé de puissance américaine en puissance chinoise. Et il faut dire aussi l'identité idéologique de la Chine. Non, même si la Chine, l'économie est capitaliste, mais la politique est socialiste. L'identité idéologique historiquement de la Russie. La question fondamentale au Venezuela au niveau géopolitique, au niveau idéologique. Et l'histoire latino-américaine les renvoie à cet anti-impérialisme, à cette opposition à la présence américaine, et Venezuela et Chavez avaient symbolisé cette polarisation idéologique de la région. Donc les États-Unis, comme on dit, c'est clair. C'est une occasion, les bails a fait commencer à oui. Pour te gagner par l'empile, c'est moi par l'empile qui fait. La solution de sagesse qui t'a capi bon pour tout le monde sortir en grand lait dans bail là, organiser de nouvelles élections présidentielles. Mais là maintenant des têtes moi, est-ce que même si proposition t'a tourner sous table là kounya, est-ce que la pas marcher parce que bagarre là tellement arrivé non niveau tant comme jour, on a dit l'on pas dit madame ou bonjour. OK, ça va. Ou pas dormir sous même cabane avec. On moun ka toujours entendre pastel exact dormir sous même. Mais sous pas arrête ou getan font mariage dans l'autre ville, fi a getan qu'on la photo mariage sur Facebook. Donc ou pas gen madame encore. C'est divorce ou divorcé. Donc oui, justement parce que il y a friction, il y a un niveau friction encore là nous pratiquement en état de guerre. Monsieur, c'est bien qu'on entende nous et moi oser espérer que le public métropole apprend un pile de nous. Et n'a pas cassé rendez-vous pour l'autre l'heure. Merci infiniment, docteur Mézilas. Fernando, estimé ou même, c'est ton plaisir de me recevoir l'autre fois encore. Kembela, monsieur, et à bientôt. Eh bien, à bientôt, et puis nous saluons tous les auditeurs télé métropoliaux, et puis nous pas capable remercier Sélection Nationale qui fait que nous contents. Hier, du Stazon, toute équipe là, merci. Oh, c'est une fois matin, parce que je ne suis pas capable de faire une nouvelle, parce que l'MT ou Gol là pour le fait tellement crié fort. Nous disons goal à la Messi, Sergi Nolin doit international corriger, non, c'est un goal à la nation. Il dit bah il fait c'est bah il parle, il fait pas un goal à la nation. C'est pas identité haïtienne, même c'est ça très important. C'est goal à la nation, bah ça sur l'autre bagaille. Depuis go discussion faite sur question ça, c'est équipe mon cap dit ça son goal à la Messi, non, il y a un goal à la Ronaldo tout. Non parce que nous obligé d'entendre nous, on dit bah pour entendre nous dit son goal à la nation. Goal à la nation parce qu'il faut défendre l'identité, c'est là important pour défendre les valeurs du pays. Parce que l'on dit à la nation, il faut défendre son symbole, son valeur, son cadre de référence, son avenir au pays. Et c'est pour encourager l'État tout fait investissement dans les jeunes dans le pays. Parce que j'ai fait drapeau à briller là, si nous investi dans les jeunes, comme par contre qui peuvent nos besoins. Moi-même, je ça passé, si je dis un bagage, je dis rien dans le salon là, on a peur d'aller un héros haïtien. On a dit goal monsieur faire son goal Mandosano. Alors me faut tweet m'écrit magique. M'bagay vous me dit encore. Ce qu'il fait c'est magique. Monsieur, merci infiniment. D'accord, merci. Voilà, vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités aujourd'hui Claudel Mézilas et Fernando Estimé. Merci de l'écoute, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.